Il est 19h, c'est l'heure de votre journal sur Canal Algérie. Voici les titres que nous allons développer. Le 1er novembre prochain est la date retenue pour le référendum sur le projet de révision de la Constitution. Un rendez-vous qui se déroulera conformément aux dispositions prévues dans la loi fondamentale du pays et la loi organique de 2016 relative au régime électoral. Abdelaziz Jarrad reçoit le président du Conseil national des droits de l'homme qui lui a remis une copie du rapport annuel sur la situation des droits de l'homme en Algérie pour l'année 2019. Le Premier ministre rend hommage à de grandes figures qui ont consacré la dimension culturelle à travers leurs œuvres dans le cinéma, le théâtre et le chant en Algérie. La cérémonie a eu lieu en présence de membres du gouvernement. Lancement aujourd'hui des séances de révision aux prévisions des épreuves du BEM et du BAC de la session 2020. Le ministre de l'Éducation a effectué des visites à plusieurs établissements éducatifs à Alger. Nous irons à la fin de ce journal à la découverte d'un véritable joyau de notre littoral, les îles Abibas, situées au large d'Oran. Elles sont classées réserves naturelles marines et terrestres depuis 2003. Bienvenue, l'Algérie s'apprête à vivre de nouvelles échéances électorales, notamment le 1er novembre prochain avec le référendum sur le projet de révision de la Constitution. Un rendez-vous qui se déroulera conformément aux dispositions prévues dans la loi fondamentale du pays et la loi organique de 2016 relative au régime électoral, nous dit Nakhla Al-Arbi dans ce papier. C'est à l'issue de notre revue que le président de la République a accordé hier au président de l'autorité nationale indépendante des élections sur les préparatifs en cours des prochaines échéances électorales que la date du 1er novembre a été retenue. Le référendum sur la révision de la loi fondamentale du pays se déroulera conformément aux dispositions prévues dans la Constitution et la loi organique de 2016 relative au régime électoral. Pour rappel, l'article 8 de la Constitution stipule que le pouvoir constituant appartient au peuple. Le même article énonce que ce dernier, le peuple, exerce sa souveraineté par l'intermédiaire des institutions qu'il se donne. Il l'exerce aussi par voie de référendum et par l'intermédiaire de ses représentants élus. Le président de la République peut en outre directement recourir à l'expression de la volonté du peuple. Par ailleurs, l'article 91-34 fait référence aux pouvoirs et prérogatives que confèrent les dispositions de la Constitution au président de la République. Il est stipulé dans l'alinéa 8 que le président peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum. Dans l'article 208 de la loi fondamentale, il est mentionné que la révision constitutionnelle est décidée à l'initiative du président de la République. Elle est votée en termes identiques par l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation dans les mêmes conditions qu'un texte législatif. Le même article énonce que la révision constitutionnelle est soumise par référendum à l'approbation du peuple dans les 50 jours qui suivent son adoption. Cette révision constitutionnelle approuvée par le peuple est promulguée par le président de la République. L'article 209 prévoit en outre le cas de figure du rejet de référendum par le peuple et stipule à cet effet que la loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par ce dernier devient caduque et qu'elle ne peut lui être soumise à nouveau durant la même législature. Dans ces articles 149, 150 et 151, la loi organique de 2016 relative au régime électoral apporte des détails sur le déroulement du référendum. L'article 149 de cette loi stipule en effet que les électeurs sont convoqués par décret présidentiel 45 jours avant la date du référendum. Le 12 août dernier, le président de la République, qui a fait de l'amendement de la Constitution sa priorité, insistant sur l'élaboration d'une constitution consensuelle, avait appelé les membres du gouvernement et les Walis à se préparer à l'étape du référendum sur l'avant-projet de révision de la Constitution. Je le disais en titre, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a reçu le président du Conseil national des droits de l'homme. Lors de cette rencontre, Bouzid Lazhari a remis au Premier ministre une copie du rapport annuel sur la situation des droits de l'homme en Algérie pour l'année 2019, et ce, conformément à l'article 199 de la Constitution.
C'est une cérémonie, ou plutôt un hommage symbolique à de grandes figures qui ont consacré la dimension culturelle à travers leurs œuvres dans le cinéma, le théâtre et le chant en Algérie, organisée au Palais de la Culture Mouli Zakaria et en présence de membres du gouvernement. La soirée d'hier a vu le Premier ministre remettre des distinctions à nombre de personnalités du monde des arts et de la culture. En marge de cette cérémonie, le Premier ministre a visité différents stands organisés dans le cadre du mois du patrimoine immatériel et des journées nationales du costume traditionnel algérien, nous dit Karim Haïfa. Regardez. Une cérémonie qui se veut un hommage symbolique à des grandes figures qui ont consacré la dimension culturelle de l'Algérie à travers leurs œuvres dans le cinéma, le théâtre et le chant. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, qui a présidé cette cérémonie de distinction de plusieurs artistes et intellectuels, a indiqué que la culture est une partie intégrante du processus de réforme économique. La culture, à l'instar de tous les secteurs sensibles, est une partie intégrante du processus de réforme économique et une importante source de richesse, d'autant que l'Algérie dispose d'un potentiel considérable en la matière. Nous sommes déterminés à mettre à profit les trésors de l'art et du patrimoine, ainsi que les espaces culturels et le produit culturel, pour en faire un secteur productif contribuant au processus de relance économique. Nous misons pour cela sur l'expérience et les ambitions des artistes, des intellectuels et des porteurs de projets culturels en tant que véritables partenaires. Pour sa part, la ministre de la Culture, qui a rappelé que la culture est un facteur de richesse, a estimé que l'orientation du gouvernement implique pour tout un chacun d'œuvrer à la dynamisation du paysage culturel. L'habit algérien n'est pas seulement la couleur, le détail et les ondulations que l'on voit. C'est une longue histoire et un précieux héritage culturel. Nous avons été impliqués au sein du ministère de la Culture depuis le début dans l'établissement de la logique d'efficacité et d'utilité de l'acte et du produit culturel et nous insistons toujours sur le fait que notre rôle n'est pas seulement de gérer et de diriger les budgets qui ont été diminués ou augmentés, mais plutôt de soutenir les diverses sensibilités culturelles et de créer les conditions appropriées pour atteindre l'objectif culturel et autonomiser la culture comme le facteur d'enrichissement culturel. Lors de cette cérémonie, des distinctions ont été remises à des personnalités du monde des arts et de la culture, à l'instar de l'acteur Sid Ahmed Mziane, l'actrice Nadia Talbi, le plasticien Bachir Yillis Chaouch ou encore le romancier Abdelwahab Aïssaoui. Si ce n'est pas lui qui est le concepteur de ce palais. Regardez s'il vous plaît, levez la tête et appréciez. C'est le salon d'honneur, là où nous sommes actuellement. C'est quelqu'un qui a marqué le cinéma algérien et le théâtre algérien. Moi, je suis aujourd'hui très fier de lui offrir un présent symbolique. Le Premier ministre a visité différents stands organisés dans le cadre du mois du patrimoine immatériel et les journées nationales du costume traditionnel algérien. Après un échange avec plusieurs artisans et modélistes qui lui ont exposé leurs préoccupations, Jarrad a mis en avant l'impératif de valoriser l'habit traditionnel en tant que patrimoine culturel et mémoire nationale. Soulignant l'importance d'encourager les artisans, il a appelé à la promotion de l'habit traditionnel algérien en le portant notamment dans les manifestations internationales. Et cette cérémonie a été naturellement rehaussée par la présence de plusieurs artistes et intellectuels qui ont brillé à travers leurs œuvres et par la richesse de leur parcours. Notre caméra a sondé pour vous leur réaction à chaud après l'hommage qui leur a été rendu. Fela Benouj. Parmi les noms qui ont marqué l'histoire du patrimoine et la culture algérienne, l'un des pionniers des arts plastiques en Algérie. Bachir Yillis Chaouch était présent à cette soirée hommage. Maqam Shahid et le Palais de la Culture ont été réalisés sous sa direction pour ne citer que ses bijoux architecturaux. Bachir Yillis fêtera ses 100 ans dans quelques mois.
Je suis très touché parce qu'au moins, c'est justement, c'est la preuve quand même que l'information a permis à des gens de connaître ce qu'ils possèdent comme compétences dans le domaine de la culture qui interviennent dans la préservation des objets culturels. D'autres artistes ont brillé également lors de cette soirée de par leur créativité, leur culture, mais aussi la richesse de leur parcours. Et je dis merci le public algérien, merci de m'avoir donné ta confiance et j'espère que je ne te décevrai jamais. De plus de chansons اللي عندي خلى البصمه لو كان ما خلى البصمه ما تفكرني انت اللي بنتي ما كاينش من جيلي وهذا كيف ماهوش من جيلي. الفنان c'est lui qui doit faire sa place. On n'attend pas qu'on lui fasse la place. C'est lui qui doit faire sa place et sa grande place. Il faut tabler maintenant sur les générations qui viennent. Et dans la continuité de cette célébration exceptionnelle, les pavillons du Palais de la Culture étaient l'espace vivant du patrimoine algérien, aux côtés de celui de la Palestine, invité d'honneur de ces journées nationales du costume traditionnel algérien. Si la Palestine a pris un tel espace dans cet événement, c'est sans doute parce que la Palestine est une partie de la culture algérienne et du cœur de chaque Algérien. C'est un grand honneur pour nous. Cela prouve encore une fois l'engagement et la position de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne. Et parce que la culture ne connaît pas de frontières, plusieurs projets sont à l'étude en vue de leur classement par l'UNESCO. Nous avons déposé un dossier sur les chants populaires d'Algérie. Nous avons le Takhtar de Constantine qui est déposé. Nous avons le bijou kabyle, le bijou en argent émaillé des Ethniens qui est en cours de confection. Les costumes sont différents. Par contre, c'est l'histoire qui produit les costumes. On a un témoignage de la grandeur de l'histoire de ce pays, l'Algérie, qui a une très grande histoire africaine. On a beaucoup à apprendre de l'Algérie. Une large histoire et un héritage ancestral qui devrait voir bientôt une nouvelle politique de classement basée notamment sur la numérisation et la préservation du patrimoine culturel et sa valorisation économique. Au sujet de la révision de la Constitution dont nous en parlions au tout début de ce journal, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a indiqué qu'il s'agit d'une revendication populaire de la société algérienne pour la concrétisation des réformes escomptées et le changement du mode de gouvernance. Le ministre y s'est exprimé dans une interview accordée à l'agence de presse russe Sputnik, a expliqué que la consultation de toutes les parties avait pris le temps nécessaire pour englober toutes les questions à même de permettre l'édification de l'Algérie nouvelle. L'enrichissement du document se poursuivra jusqu'à maturation juridique, politique et sociale du projet et le parachèvement, ainsi de ses fondements avant de le soumettre au peuple pour référendum. Autre sujet abordé par Ammar Belhimer, le retour de la Libye, oui, sur la scène internationale et son affranchissement de l'étau du terrorisme qui devront impulser, selon lui, l'union du Maghreb arabe, qui est l'un des objectifs de l'Algérie nouvelle. S'agissant de la position de l'Algérie quant à l'initiative du souverain marocain Mohamed VI pour régler les différends entre les deux pays, le porte-parole du gouvernement a assuré que l'Algérie est favorable à toute initiative visant l'édification et la réunification. Il a plaidé à ce propos pour l'adoption du dialogue, des voies et moyens légaux et de la transparence avec le respect des spécificités et de la souveraineté de chaque pays et des principes fondamentaux de la diplomatie algérienne basée sur la non-ingérence dans les affaires internes des États, soulignant que le Maroc est un pays voisin et frère avec lequel l'Algérie a des relations historiques et civilisationnelles profondes et que les deux pays avaient pour objectif commun l'édification d'un édifice maghrébin uni. Selon lui, cette démarche obéit au respect total des chartes internationales et décisions de la communauté internationale en matière de protection des peuples et de consécration de leur droit à l'autodétermination.
nation, comme c'est le cas pour la question sahraoui. Évoquant les relations bilatérales avec la Russie, le ministre de la Communication les a qualifiées de très privilégiées à la faveur d'une constante coopération commune. L'Algérie et la Russie entretiennent des relations cordiales, fraternelles et stratégiques à la fois, a-t-il souligné. Pour le ministre Belhimer, la crise sanitaire à laquelle le monde est confronté depuis des mois en raison de la pandémie Covid-19 a mis en avant la qualité et la solidité des relations algéro-russes à travers les aides médicales envoyées à l'Algérie. Concernant la question palestinienne, le ministre de la Communication a rappelé les constantes de la politique extérieure de l'Algérie et qu'elle demeurera peuple et gouvernement avec la Palestine. Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a présidé une rencontre avec les responsables des 3 opérateurs de téléphonie mobile pour unifier les efforts à œuvrer et améliorer les services et les débits Internet au profit des citoyens. C'est un reportage signé Youssef Tafer, Yamina Saïd. Regardez. Les opérateurs rassemblés autour de la même table, une initiative du ministre de la Poste et des Télécommunications, dont le principal objectif, discuter des problèmes que rencontre le secteur, notamment des perturbations qui touchent le réseau et toutes les possibilités pour améliorer la qualité de service. Nous avons travaillé depuis le début de l'année en collaboration avec l'Agence nationale des fréquences pour libérer plus de fréquences qui seront ensuite attribuées aux opérateurs par l'autorité de régulation pour assurer un meilleur débit et une meilleure qualité de service dans les mois qui suivent. De nouvelles fréquences, une solution qui mettra un terme aux perturbations qu'a connues le réseau ces derniers jours, une annonce bien accueillie par les opérateurs. À travers l'assignation d'une nouvelle bande de fréquences qui va nous permettre d'accroître sensiblement et considérablement la qualité de service qui est offerte à l'ensemble de nos clients et nos concitoyens sur les 4 coins de l'Algérie. Nous avons une jeunesse, nous avons une citoyenneté qui est extrêmement jeune et donc le point focal aujourd'hui est l'innovation. Nous ne pouvons pas passer outre l'innovation. L'excellente nouvelle d'aujourd'hui a été l'attribution de fréquences. Nous avons eu l'annonce à l'instant, nous sommes extrêmement ravis et là ne pourra apporter qu'une qualité de service à l'ensemble de nos abonnés. Ce qui nous permettra, j'en suis sûr, encore une fois, d'améliorer la qualité de service à nos clients, mais aussi de créer de la valeur, de participer, de contribuer à la diversification de l'économie algérienne en allant sur de nouveaux secteurs, le développement de l'économie digitale, entre autres. Un choix stratégique et indispensable pour le développement de l'utilisation des TIC pour s'acheminer vers l'économie numérique et l'expansion du champ du e-commerce. Et voilà qui nous emmène à parler du e-commerce avec le nouveau service de paiement via mobile appelé Berit Pay, lancé par Algérie Post, un produit censé faciliter le paiement des achats des citoyens. Selon les responsables du secteur, ce service constitue un bond technologique de qualité en matière de e-payment en Algérie. Sarah Derbel. Sécurisé et surtout pratique, Berit Pay, un nouveau service de paiement électronique lancé depuis quelques jours pour faciliter le paiement des achats des Algériens. Bonne nouvelle pour les utilisateurs des smartphones. الابليكاسيون هذه ساعدتني بزاف امور من داك نصدرها في الدار كنا انا في التليفون نخلص في التليفون من داك ما عم باليش نكون مزروب ولا خارج من الدار مزروب كدايا نخلص ابليكاسيون. pour le moment الحمد لله كاين اقبال على الابليكاسيون بارد موب هي مليحه خطوه للمستقبل ما من الناس متعاملين ان شاء الله نتمنوا التجار كاع يتعاملوا بهذه الابليكاسيون. Il suffit seulement d'avoir un compte CCP, une carte Dahabia et un smartphone pour effectuer l'opération. Quant aux commerçants, la principale condition pour offrir ces services à leur clientèle est le dépôt d'un dossier au niveau d'Algérie Post. Donc ce nouveau service est un service vraiment révolutionnaire. Il est hautement sécurisé et basé sur le scan d'un QR code au niveau de n'importe quel commerçant. Ce service présente une multitude d'avantages. Ces avantages sont aussi bien pour le commerçant que pour le client. Donc pour le client déjà, c'est un service qui est basé sur une application mobile. Donc on peut tous oublier notre portefeuille, notre carte de paiement, mais on n'oublie jamais et rarement notre téléphone portable. De même pour le commerçant. Donc l'adhésion est très simple, qui n'est pas coûteuse du tout, parce que c'est Algérie Post qui vous donne carrément votre QR code.
Il faut dire que depuis le début de cette pandémie, les Algériens ont adopté de nouvelles habitudes d'achat en ligne et cette nouvelle application leur sera très pratique. Cette pandémie a son côté négatif. Des gens ont perdu beaucoup de personnes très chères, mais il y a eu un côté positif, c'est que les gens ont été quelque part obligés d'utiliser les services électroniques, de faire des paiements en ligne, de factures, de faire des recharges à distance, et ça leur a permis justement de tester ce nouveau mode de paiement et d'avoir confiance en ce nouveau mode de paiement. Donc ils ont testé et je pense que les statistiques sont là. Nous, on les voit, c'est des augmentations de plus de 300% en termes de paiement électronique et c'est très prometteur et j'espère que les gens vont quand même essayer. Une méthode facile et rapide, c'est le e-payment, une nouvelle façon de faire ses achats en toute sécurité. Algérie Post continue de répondre aux besoins de ses clients en leur offrant une multitude de services et de fonctionnalités accessibles via Internet. Et dans l'actualité nationale, lancement aujourd'hui des séances de révision au déroulement des examens nationaux officiels. Le ministre de l'Éducation nationale a réitéré son engagement à garantir la sécurité des élèves et de l'ensemble des personnels de l'éducation à travers le strict respect du protocole sanitaire mis en place par son département pour la prévention contre la propagation du nouveau coronavirus. Le gouvernement et toutes les autorités locales se sont attelés à la réunion de tous les équipements nécessaires à la mise en œuvre du protocole sanitaire afin de garantir le bon déroulement des prochaines échéances, a assuré le ministre lors d'une visite à plusieurs établissements éducatifs à Alger, se félicitant du respect des mesures sanitaires et de la garantie de tous les équipements de prévention, notamment le port du masque, la distanciation physique et la prise de température à l'entrée de chaque établissement. Pour rappel, les épreuves du BEM sont prévues le 7 septembre prochain et celles du baccalauréat le 13 septembre. La rentrée scolaire est fixée quant à elle au 4 octobre prochain. Et au sujet de ces séances de révision, en prévision justement des épreuves du BEM et du bac de la session 2020. Les élèves candidats aux examens ont rejoint les établissements scolaires des cycles moyens et secondaires. L'exemple à Oran, où le lancement de ces séances de révision programmées par la tutelle s'est déroulé dans des conditions particulières marquées par le respect du protocole préventif imposé par l'actuelle situation sanitaire. Saïd Filak. Il est 8 h du matin, c'est le retour en classe pour ces élèves de la ville d'Oran qui s'apprêtent à passer le bac dans quelques jours. Un protocole sanitaire strict a été mis en place pour l'occasion. Les conditions étaient réunies et toutes les dispositions sanitaires ont été prises pour cette reprise. C'est une bonne chose car on avait hâte de revenir en classe. À l'entrée, ils ont pris notre température, les tables étaient distancées et toutes les conditions sanitaires étaient présentes. Les enseignants sont présents et notre rôle est d'accompagner les élèves dans cette phase de révision, les aider sur le plan psychologique et leur permettre de reprendre confiance en eux. Les classes de cours ont été désinfectées elles aussi et les tables distancées. Jusqu'à présent, le protocole sanitaire mis en place est satisfaisant. Les résultats sont là, que ce soit dans les entreprises, au sein de la société civile et même dans les mosquées. Tout va bien. Nous allons accueillir plus de 47 900 candidats pour les deux examens du bac et du BEM. Ils seront répartis sur 160 centres d'examen et plus de 2500 classes. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour l'application stricte du protocole sanitaire. Des efforts déployés par tout un chacun afin de faire réussir ces deux examens du bac et du BEM prévus respectivement les 7 et 13 septembre prochains. La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme et ministre par intérim du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Kautar Kriko, a présidé une cérémonie en l'honneur de plusieurs associations qui ont contribué activement aux actions de solidarité et de sensibilisation durant la crise sanitaire de la Covid-19. Lors de cette cérémonie, un hommage a été rendu à une quarantaine de collectifs de proximité, dont les associations d'alphabétisation Iqra, Kafil El-Yatim pour la protection des orphelins, assistance humanitaire, santé et secours, WAD pour la prise en charge sociale de la jeunesse, ainsi que l'Union nationale des handicapés algériens active dans les domaines de la solidarité à travers des opérations d'assainissement et de désinfection, de fabrication de bavettes et d'équipements médicaux et protection
mais aussi de sensibilisation des citoyens sur la prévention contre la pandémie du coronavirus. Voilà qui nous emmène à parler santé. La tendance baissière se maintient actuellement en Algérie. 370 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 218 guérisons et 10 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures. Je vous propose d'écouter le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le docteur Jamel Fourage. Aujourd'hui, le mardi 25 août 2020, nous allons vous donner, comme d'habitude, un point sur la situation épidémiologique de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons 370 nouveaux cas, 286 nouvelles hospitalisations, 218 patients guéris, 31 patients en soins intensifs et 10 décès. Avec la notification de 370 nouveaux cas, l'incidence est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 23 wilayas n'ont pas notifié de cas, 12 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas et 13 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré au cours des 24 dernières heures 10 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients qui ont été hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 286 patients. Pour ce qui est des patients qui ont été guéris et qui ont été traités selon le protocole thérapeutique, leur nombre est à ce jour de 29 587 patients guéris, dont 218 sont guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 31 patients hospitalisés en soins intensifs. Comme d'habitude, nous demandons à notre population de rester vigilante, de faire attention à leur santé, de respecter totalement les mesures d'hygiène et de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Dans l'actualité également, ce bilan opérationnel de l'Armée nationale populaire de la période du 19 au 24 août en cours. De multiples opérations, résultats de qualité, ont été effectués par des détachements de l'Armée nationale populaire qui ont notamment découvert et détruit 7 casemates pour terroristes et 4 bombes de confection artisanale. Les détails avec Yanis Belkacem. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont découvert et détruit, lors de 2 opérations de fouilles et de ratissage menées à Boumerdes et Betna, 7 casemates pour terroristes, tandis qu'un autre détachement de l'armée nationale populaire a détruit 4 bombes de confection artisanale à Médéa. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des gardes frontières ont saisi une grande quantité de kifs traités s'élevant à 4 quintaux et 61,5 kg, et ce, suite à une patrouille de fouilles et de recherche menée près de Jnein Borzeg, wilaya de Naama, alors que des détachements de l'armée nationale populaire, les services de la gendarmerie nationale, les gardes frontières et les gardes-côtes, en coordination avec les services de la sûreté nationale, ont appréhendé, lors d'opérations distinctes à Tlemcen, Intimouchent, Naama, Constantine et Béchar, 8 narcotrafiquants et saisis 1 quintal et 42,6 kg de kifs traités. Dans le même contexte, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a saisi un véhicule tout-terrain chargé d'une importante quantité de psychotropes s'élevant 731 843 comprimés, alors que 8 narcotrafiquants en possession de 21 859 comprimés de la même substance ont été arrêtés à Ouergla, Rélizen, Constantine, Batna et Tindouf. À Tamanrasset, Ingzam, Borjbadji Mokhtar et Janet, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté 4 individus et saisi 2 camions, 8 véhicules tout-terrain, 63 groupes électrogènes, 25 marteaux-piqueurs, 57 kg de produits explosifs et 1 tonne de mélange de pierre et d'or brut et d'autres équipements utilisés dans les opérations d'orpaillage illicité, en plus de 57,6 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, tandis que des quantités de carburant destinées à la contrebande s'élevant à 9 636 litres ont été saisies à Tbessa, Sougaras, El Tarf, Borjbadji Mokhtar et Tindouf. Par ailleurs, des gardes-côtes et les services de la gendarmerie nationale ont réussi à mettre en échec des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 329 personnes à bord d'embarcations pneumatiques à Oran, Mostaganem, Tlemcen, Intimouchent, El Tarf, alors que 69 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Ingzam et Tamanrasset. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Taqabbal Allah salat al-Jami'. Dans le monde, l'étau se resserre sur les Palestiniens. Le blocus israélien tend à rendre la vie difficile aux Gazaouis. L'électricité et l'eau se font rares. Une crise humanitaire n'est pas à exclure, nous dit Amel Messaïd dans ce papier. Après plusieurs jours de blocus israélien contre la bande de Gaza et l'interdiction de l'alimentation en carburant, les stations électriques ont cessé leur activité et ce fut le début de la souffrance des Palestiniens, augurant d'une catastrophe humanitaire et écologique. Parmi eux, le report des opérations dans les hôpitaux. L'impact de l'arrêt de la station électrique sur la bande de Gaza sera catastrophique. Les Gazaouis ont droit à 3 heures d'électricité seulement par jour et c'est grave car l'électricité c'est la vie. Le calvaire des Gazaouis a donc débuté depuis l'arrêt de l'alimentation en électricité ou plutôt sa rationalisation à hauteur de 3 à 4 heures par jour. Je suis un vieil homme, je suis diabétique et comme vous le voyez, je suis dehors car à l'intérieur il fait très chaud. Cette famille palestinienne dans les camps des réfugiés qui connaît l'embargo depuis 14 ans, aujourd'hui elle fait face à une autre forme de pression, celle de l'absence de l'électricité additionnée à celle de la rareté de l'eau. En plus des tracas quotidiens dus à l'absence de l'électricité, aujourd'hui nous faisons face à la rareté de l'eau. Je n'arrive pas à utiliser mon appareil respiratoire. Mon mari est malade, il a besoin du climatiseur. En plus de l'embargo, la détresse des Gazaouis semble faire face au dos rang des organisations internationales. Ce sont des millions de Palestiniens de tout âge à subir les affres du colonialisme israélien. Et retour au pays pour aller à la découverte d'un véritable joyau de la Méditerranée, les îles Abibas, situées au large d'Oran. Elles sont classées réserves naturelles marines et terrestres depuis 2003 sous la gestion du Commissariat national du littoral. Cet endroit abrite une grande richesse en biodiversité, ce qui en fait un laboratoire à ciel ouvert, mais aussi un petit coin de paradis, nous dit Yamina Saïdji. Eux, ce sont les Amis de la mer, une association active dans la wilaya d'Oran pour le nettoiement périodique des plages. Cette fois, c'est dans les îles Abibas qu'ils opèrent en cette fin de saison.
Objectif, préserver cette nature féerique qui depuis quelques années attire pas mal de curieux. Nous sommes 40 adhérents et 11 bénévoles. Nous sommes là pour le nettoyage de l'île. À Bibas, nous demandons aux estivants de préserver cet endroit quand ils y viennent. Nous nous sommes organisés pour le ratissage de l'île. Un groupe au nord, un au sud, à l'est et à l'ouest aussi. Il nous est arrivé de ramasser près de 3000 tonnes de plastique. Mais grâce à la volonté des membres de l'association, nous avons réussi ce challenge. Nous lançons un appel à toutes ces personnes qui viennent ici pour prendre soin de cet endroit. Il est primordial de préserver cet environnement. Situées à 9,8 km au large des côtes algériennes, les îles Abibas sont classées réserves naturelles, marines et terrestres depuis 2003, sous la gestion du Commissariat national du littoral, sous la tutelle du ministère de l'Environnement. Elles abritent une grande richesse en biodiversité, ce qui en fait un laboratoire à ciel ouvert, mais aussi un petit coin de paradis. C'est la dernière information de ce journal, mais avant de se quitter, un rappel des titres. Le 1er novembre prochain est la date retenue pour le référendum sur le projet de révision de la Constitution, un rendez-vous qui se déroulera conformément aux dispositions prévues dans la loi fondamentale du pays et la loi organique de 2016 relative au régime électoral. Abdelaziz Jarrad reçoit le président du Conseil national des droits de l'homme qui lui a remis une copie du rapport annuel sur la situation des droits de l'homme en Algérie pour l'année 2019. Le Premier ministre rend hommage à de grandes figures qui ont consacré la dimension culturelle à travers leurs œuvres dans le cinéma, le théâtre et le chant en Algérie. La cérémonie a eu lieu en présence de membres du gouvernement. Lancement aujourd'hui des séances de révision aux prévisions des épreuves du BEM et du bac de la session 2020. Le ministre de l'Éducation a effectué des visites à plusieurs établissements éducatifs à Alger. Escapade à la fin de ce journal pour découvrir un véritable joyau de notre littoral, les îles Abibas situées au large d'Oran. Elles sont classées réserves naturelles maritimes et terrestres depuis 2003. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie. Je vous retrouve la semaine prochaine.